Pour lancer le débat sur la première table ronde et le premier panel qui concerne les médicaments, en fait, je voudrais partager avec l'audience la réflexion suivante. Alors, je me demande en effet si on n'est pas en train d'assister au développement d'une approche un petit peu, qu'on pourrait qualifier d'un petit peu schizophrène en matière de médicaments en ce qui concerne les deux thématiques suivantes. D'un côté, le traitement des importations parallèles. Alors on l'a expliqué tout à l'heure, les importations parallèles, ça concerne en fait le commerce des médicaments dont les prix sont différenciés dans les pays et donc des grossistes achètent des médicaments dans les pays dont les prix sont bas pour ensuite les revendre dans les États où les prix sont plus élevés, dès lors qu'il s'agit de prix réglementés. Alors d'un côté, le traitement des importations parallèles dans la jurisprudence et de l'autre, le traitement des relations entre génériques et médicaments brevetés. Alors c'est vrai, on pourrait tout de suite m'objecter, mais attendez, c'est des sujets différents, des opérateurs qui sont partiellement différents. Mais il me semble quand même que le cœur de la question, c'est le financement de l'innovation et le financement de la R&D. Alors si l'on simplifie vraiment l'esprit des affaires les plus importantes en matière d'importation parallèle, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a 3 arrêts très importants, 2 de la Cour de justice et un arrêt du TPI, et toutes les affaires concernent Glaxo. Alors il y a 3 affaires GSK. Alors il y avait d'abord une affaire concernant des grossistes en Espagne, et là c'était la question qui était posée, c'est un système de double prix, donc un prix pour ceux qui vendaient les médicaments en Espagne et un autre prix pour ceux qui revendaient les médicaments dans d'autres États. Donc ça, c'est la question qui a été regardée par le TPI en 2006 et par la Cour qui s'est prononcée le 6 octobre 2009. Donc j'insiste un petit peu sur cette jurisprudence parce qu'elle est extrêmement récente. Il y a une autre affaire GSK très importante, que citait Irène Lux, c'est l'affaire de GSK avec ses grossistes grecs de 2008, et là qui concerne en fait une rupture provisoire d'approvisionnement par Glaxo. Alors qu'est-ce qu'on peut lire en filigrane dans cette jurisprudence? Moi, j'ai relevé plusieurs choses. Alors la première, et là je cite quasiment l'affaire devant le TPI dans l'affaire espagnole, le TPI dit la chose suivante. Le contexte économique et juridique qui caractérise le secteur pharmaceutique est tel que le jeu de la concurrence est faussé. Le jeu de la concurrence est faussé, donc c'est un terme quand même très fort retenu par les juges, par la présence de réglementations étatiques. Donc ça c'est le premier point qui est pris en compte pour arriver aux solutions qui ont été dégagées en matière d'importation parallèle. Un deuxième élément qui est pris en compte également, c'est que le fait que le commerce parallèle soit potentiellement de nature à engendrer des inefficacités et des pertes, en fait susceptibles d'altérer la capacité d'innovation des laboratoires. On retrouve d'ailleurs un peu ce même genre de raisonnement dans la décision du Conseil de la concurrence, dans l'affaire Pharmalab, une décision importante de 2005. Alors ces deux constats innervent les solutions qui ont été retenues en matière d'importation parallèle. Et je n'irai pas jusqu'à rappeler, parce qu'il allait encore plus loin, les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Siffé, conclusion de 2004, pour une affaire qui a été rendue en 2005, mais la Cour s'est déclarée en fait incompétente. Donc l'avocat général Jacobs avait écrit que le commerce parallèle lui-même finalement pouvait être considéré comme plutôt néfaste et n'apporter aucun bénéfice pour les patients. Alors là, j'ai brossé vraiment de façon stratosphérique, je dirais un peu la philosophie qui anime les affaires en matière d'importation parallèle. Qu'en est-il de la pratique décisionnelle concernant les relations entre laboratoires et génériqueurs? Alors il me semble que la problématique du financement de l'innovation et de la R&D reste au cœur de ce sujet. Néanmoins, et je pense que la Commission confirmera ce point, on sent beaucoup moins d'empathie pour les laboratoires et beaucoup plus la volonté en fait, de favoriser le développement des génériques. Donc il y a un équilibre entre concurrence et innovation qui est en train de se chercher, j'espère de se trouver, un équilibre donc entre innovation et concurrence ou dépenses de santé et innovation qui n'a pas forcément encore été trouvé. Alors le point important aussi de retenir, c'est que la pratique décisionnelle dans ce secteur est finalement relativement maigre. Il y a une affaire européenne, l'affaire AstraZeneca. Et au niveau national, on le voit d'ailleurs, c'est rappelé dans le rapport final de l'enquête sectorielle, il y a assez peu de jurisprudence. Je dirais à l'exception notoire de la France, où il y a quand même un petit corpus en matière d'application du droit de la concurrence dans les relations entre laboratoires et génériqueurs.
Il y a eu une affaire de prédation très importante, même s'il a été annulé par la Cour d'appel. Il y a des affaires de dénigrement. Et il y a eu antérieurement aussi des affaires en matière de rabais de fidélité et de remise de couplage. Mais c'est quand même relativement faible. Il y a aussi une affaire italienne, il y a une affaire anglaise en matière de prédation, mais elle est vieille. Donc on voit finalement peu de recul en termes de pratiques décisionnelles. Alors ce que je disais par rapport à cette approche entre laboratoire et génériqueur, finalement cette impression que l'on retire d'une approche plus dure vis-à-vis des laboratoires reflète, me semble-t-il, la tonalité générale du rapport final de la Commission dans son enquête sectorielle. Donc je m'adresserai ici plus particulièrement à Elena Kamilarova, qui a eu la gentillesse de remplacer au pied levé M. Gasparon, qui a été terrassé, je crois, par une grippe. Je ne sais pas si c'est la grippe A, mais en tout cas, voilà, je les remercie tout particulièrement de venir ainsi au pied levé. Et donc je lancerai le débat en lui posant 2 questions en rapport avec l'enquête sectorielle. Donc précisément, quand on regarde ce rapport très important, on voit que l'importance des brevets pour l'innovation a certainement été soulignée. Mais est-ce que vous ne considérez pas finalement dans votre rapport qu'une utilisation excessive, alors le terme excessif mérite d'être défini, des droits qui sont liés à ces brevets, est-ce que ça constitue en fait, est-ce que vous ne considérez pas que ça constitue une menace pour la concurrence et donc in fine pour les consommateurs, c'est-à-dire les patients? Et je vous demanderai de bien vouloir répondre à cette question en nous décrivant un peu les principales pratiques que vous avez épinglées dans votre rapport, dans les relations entre laboratoire et génériqueur. Bonjour. En fait, juste pour me présenter, je travaille dans la Task Force Pharma dans la Commission, l'unité qui s'occupe des cas antitrust dans le secteur pharmaceutique et qui a fait l'enquête sectorielle. Et voilà, je remplace le chef d'unité adjoint qui, malgré le travail dans ce secteur, n'a pas pu éviter la grippe. Et donc voilà. Peut-être je commence déjà avec la réponse. Je dirais pas que... en fait, on ne parle pas d'utilisation excessive. Ce qu'on examine dans le rapport et la raison pour laquelle on a entamé cette enquête sectorielle de très vaste échelle était... on voulait examiner les raisons pour lesquelles on observait un retard de la mise sur le marché des produits génériques au sein de l'Union européenne et aussi un déclin dans le nombre de nouveaux médicaments. On parle de principes actifs qui étaient mis sur le marché. Et juste une remarque aussi à titre liminaire, je ne suis pas française, donc, et on a travaillé presque exclusivement en anglais dans le cadre de cette enquête, donc excusez-moi par avance si je ne vise pas les bons termes. D'accord. Donc oui, en fait, en termes de brevets, c'est vrai que presque toutes les pratiques qu'on examine ont trait à l'utilisation de brevets, et donc en particulier à l'obtention de brevets, donc les stratégies brevetaires des entreprises, en particulier les entreprises princeps, donc au niveau de l'obtention, mais aussi après à l'utilisation. Pratiques liées à notamment comment les entreprises vont faire valoir leurs brevets auprès des juridictions nationales compétentes, aussi liées à l'opposition, les procédures d'opposition devant l'Office européen des brevets, et aussi, et ça peut-être ça a moins trait au brevet, les interventions devant les autorités nationales. Mais toutes ces pratiques ont été analysées avec l'idée de voir si les entreprises pharmaceutiques pourraient obtenir des brevets, donc pourraient s'engager dans des stratégies afin d'obtenir des brevets d'une manière abusive ou anticoncurrentielle, et pouvaient après faire une utilisation anticoncurrentielle aussi. Donc on ne parle pas d'utilisation excessive. Pour résumer avec quelques mots, peut-être présenter un peu l'enquête en fait brièvement. Donc, on a ouvert cette enquête en janvier 2008 et on l'a clôturée en juillet 2009. Donc, on a réussi à la boucler en un an et demi. On a analysé, c'est une enquête sectorielle, une enquête de concurrence, enquête sectorielle
comme un instrument du droit de la concurrence européen. Donc on s'est centré sur les comportements et les rapports concurrentiels entre les laboratoires génériques et les laboratoires Princeps, et aussi les rapports entre les laboratoires Princeps. On a examiné 219 substances, donc des médicaments qui sont parmi les... on dit, j'ai vu la traduction française, médicaments vedettes. En anglais, on dit les blockbusters, donc qui font de grandes ventes de plus d'1 milliard de dollars dans le monde par an. C'est des médicaments à usage humain, prescrits sur ordonnance, donc c'est assez cadré. Médicaments libres, vente libre, ou médicaments hôpitaux ne nous intéressent pas. Donc on a essayé, on a envoyé des questionnaires aux entreprises, des questionnaires très détaillés, et ceux d'entre vous qui travaillent pour les cabinets d'avocats ou pour les entreprises du pharmaceutique ont dû beaucoup travailler. Donc des questionnaires très détaillés qui comprenaient des questions sur tout le cycle de vie des produits pharmaceutiques. Et en fait, à nouveau, je répète, l'intérêt, ce qu'on cherchait, c'était de voir si et à quel point des comportements d'entreprise, certaines pratiques pourraient contribuer ou être parmi les raisons du retard d'entrée des produits génériques sur le marché et du déclin, du nombre décroissant de produits, de nouveaux médicaments. Donc, c'est important de dire que donc on a publié un rapport final, il y a eu un rapport préliminaire publié en novembre 2008, une consultation publique ouverte à tous. Donc, on a reçu un bon nombre de commentaires. Différents acteurs du secteur pan-européen, en fait, de partout dans l'Union européenne, y compris hors Union européenne aussi. On a analysé tout ça. Et en juillet 2009, on a publié le rapport final de l'enquête sectorielle qui confirme plus ou moins les conclusions préliminaires. Là, c'est important de dire que c'est un rapport factuel. Donc, c'est des faits qui sont basés sur les données qui nous ont été fournies par les entreprises. Donc, on ne fait qu'à recenser les faits et on ne donne pas d'orientation générale sur l'application du droit de la concurrence à certaines pratiques. Et le rapport ne contient pas non plus d'évaluation, d'appréciation de certaines pratiques regard du droit de la concurrence. Ça, c'est pas la tâche du rapport, et en tout cas, ça pourrait seulement se faire en vue des circonstances spécifiques de chaque cas, donc au cas par cas. Donc, ceci dit, je pourrais peut-être maintenant résumer brièvement les résultats principaux de l'enquête sectorielle, du rapport final. Donc voilà, il y a eu deux grands centres d'analyse, donc deux grands points d'analyse. Donc la première, c'était le rapport Princeps, laboratoire Princeps et générique. Donc, je vais parler de ça. Il y a aussi un deuxième, peut-être un peu quand même moins important, centre d'intérêt au point de focalisation, rapport entre laboratoire Princeps. Mais on a aussi quand même examiné le cadre réglementaire, même si ce n'était pas la question sur laquelle l'enquête était centrée, parce qu'on est bien sûr conscient de l'importance fondamentale du cadre réglementaire pour ce secteur très, très réglementé. Et donc là, on a aussi recensé on a recueilli les commentaires des différents acteurs, leurs remarques et les critiques au désir de réforme. Et dans le rapport final, il y a des recommandations assez développées sur notamment ce qui pourrait être amélioré dans le cadre réglementaire, en particulier tout ce qui est système des brevets en Europe, système d'autorisation de mise sur le marché et statut de prix et de remboursement. Alors, donc en ce qui concerne le rapport concurrentiel laboratoire générique et laboratoire Princeps, on a examiné et on a recueilli de l'information sur plusieurs pratiques dans lesquelles s'engagent les laboratoires Princeps. Il paraît avec l'objectif d'étendre, de prolonger la vie commerciale de leurs produits.
Notamment, ces pratiques concernent les brevets ou l'obtention des brevets, les stratégies brevetaires, les procédures judiciaires, le contentieux, les oppositions devant l'Office européen des brevets, les transactions, ce qu'on appelle settlements, je crois que c'est transactions en termes, et aussi les interventions des laboratoires Princeps auprès des autorités administratives nationales. Donc, en ce qui concerne les brevets, des documents qu'on a recueillis chez les entreprises et surtout des documents stratégiques, on a pu observer qu'il y avait une modification ou en tout cas une orientation des laboratoires Princeps dans leur stratégie brevetaire à essayer d'étendre la durée mais aussi la portée de leurs brevets afin de élargir la vie commerciale de leurs produits et notamment par les tentatives d'obtenir un grand nombre de brevets sur un même médicament, ce qu'on appelle, nous on appelle patent clusters, mais en français je pense c'est buissons de brevets ou grappes de brevets. Donc on a vu quand même un même produit et on a un exemple dans le rapport peut être protégé par presque 1300 brevets et demandes de brevets qui correspondent à peu près 100 familles de brevets. Et c'est des brevets qui couvrent divers aspects secondaires du produit, comme le processus de production, formulation, forme, etc. Ce qui, vu le système européen de brevets, où il y a l'Office européen de brevets qui peut donner un brevet européen valide dans toute l'Union européenne, mais après, ce brevet doit être validé dans chaque État membre et les droits liés au brevet doivent être défendus dans chaque État membre, donc multiplication de procédures. Ça crée une grande charge pour les laboratoires génériques qui peuvent être incertains des brevets qui pourraient être mis sur la table afin de ne pas permettre l'entrée d'un générique sur le marché. L'enquête a aussi identifié à peu près 700 procédures judiciaires, ou 700 litiges concernant de brevets au sein de l'Union européenne, à nouveau. Donc, ce système, en fait, du système actuel découle le fait que dans presque 30% de ces cas, de ces 700 cas, on a vu des contentieux entre les mêmes parties sur le même médicament, donc des contentieux identiques, mais qui se répétaient ou qui se multipliaient dans des États membres différents. Et on a aussi vu que dans 11% des cas où il y avait un jugement définitif avait été rendu par la juridiction, il y avait une contradiction entre des juridictions nationales au sein de l'Union européenne, ce qui est quand même, on trouve, assez important. De ces 700 procédures judiciaires, où les entreprises nous ont communiqué un jugement final dans 150 cas, à peu près 150 cas. De ces 150 cas, le laboratoire générique a obtenu gain de cause dans plus que 60% des cas. On peut se dire, ben voilà, ce système, cette possibilité d'agir en justice pour contester, pour essayer d'annuler un brevet invalide ou prouver qu'on n'enfreint pas le brevet, c'est un bon remède. Donc pour éliminer les brevets invalides, où est le problème. Mais quand on voit que la durée moyenne des procédures judiciaires en Europe prend à peu près 3 ans, donc 2 ans 8, c'est quand même assez long, assez coûteux et une longue période d'insécurité pour les acteurs sur le marché, d'ailleurs pour tous les acteurs aussi. Concernant les oppositions devant l'Office européen des brevets, en fait, c'est des procédures plus en amont. Dès que l'Office européen des brevets donne, je ne sais pas quel est le verbe, donne voilà, un brevet européen. Il y a des procédures, prévues dans l'Office européen de brevets pour contester cela, donc ça s'appelle l'opposition.
On a examiné ces procédures et on a vu que les entreprises génériques obtenaient gain de cause dans la majorité de cas où il y avait une décision finale de l'Office européen de brevet, à peu près 60% des cas, et dans 15% des cas supplémentaires, le brevet était restreint. Donc la portée du brevet était restreinte. À nouveau, c'est un remède pour éliminer en amont les brevets invalides, mais à nouveau, ça prend beaucoup de temps. Dans presque 80% des cas, la durée des procédures a été 2 ans ou plus. L'enquête sectorielle a aussi montré qu'on conclut aussi des transactions en Europe. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui est réservé aux États-Unis à cause de leur système spécifique. Il y a des transactions aussi en Europe. On a découvert 200 transactions entre laboratoires génériques et laboratoires Princeps. Donc, en général, c'est des accords privés entre les laboratoires bilatéraux dans lesquels il va y avoir un accord d'arrêter le contentieux judiciaire ou une opposition, ou même il peut y avoir un différend extrajudiciaire sous diverses conditions. Ce qui nous a intéressé en particulier, c'était de voir s'il y avait des transactions qu'on considérait limitant l'accès ou limitant la capacité des génériques à entrer sur le marché, et aussi contenant un transfert de valeur entre les laboratoires Princeps et les laboratoires génériques. Et on a vu ça dans à peu près la moitié des transactions, donc 99 cas, 99 transactions, dans lesquelles on a vu une restriction de la capacité du génériqueur à entrer sur le marché. Quel type de restriction? Ça peut être une clause explicite qui dit voilà, le laboratoire générique s'engage à n'entrer sur le marché qu'à partir d'une certaine date, par exemple après l'expiration du brevet. Ça peut être aussi, on pense qu'un accord de distribution ou un accord de licence peut aussi restreindre la capacité du génériqueur à entrer dans le sens que le laboratoire générique n'est pas libre de déterminer lui-même les conditions d'entrée sur le marché. Par exemple, un accord de distribution, l'accord peut prévoir que le génériqueur va distribuer je ne sais pas quel est le terme en français, ce qu'on dit own generic, le générique propre de laboratoire Princeps, par exemple. Donc, il n'y a pas de produit générique qui entre du tout. Pour la moitié à peu près de ces transactions, donc 45, on a vu un transfert de valeur. Transfert de valeur, ça peut être un paiement direct, ça peut être en fait la rémunération contenue dans un accord de distribution ou de licence. On a vu un paiement direct de sommes qui ont changé de main entre le laboratoire Princeps et le laboratoire générique dans à peu près 20 cas, portant sur une somme totale de 200 millions d'euros qu'on a trouvé considérable. Le rapport analyse aussi les interventions en fait, faites par les laboratoires Princeps, et on en a vu quand même pas mal, auprès des autorités nationales administratives, donc les autorités d'autorisation de mise sur le marché, autorités qui s'occupent du prix et du remboursement. Et en particulier, en fait, c'est des interventions qui portent ou qui essayent de critiquer ou qui remettent en cause l'efficacité ou la qualité ou l'équivalence du produit générique, ou érige l'argument du non-respect du brevet du laboratoire Princeps. Là, il faut dire que le droit européen explicitement prévoit que, ou explicitement, peut-être c'est pas tout à fait explicite, mais quand même c'est clair que on ne peut pas remettre en cause, on ne peut pas utiliser l'argument d'un brevet qui était enfreint pour attaquer une décision de mise sur le marché, d'autorisation de mise sur le marché. C'est un argument qui n'est pas à être analysé par les autorités d'autorisation, par les autorités d'AMM. Et pourtant, on en voit des cas comme ça. On a vu que ces interventions, ce type d'intervention devant les autorités d'autorisation de mise sur le marché, provoquaient
en général, ou en moyenne, un délai de plus ou moins 4 mois, ou un retard de 4 mois de l'entrée du produit générique sur le marché. Sur la base de toutes ces observations, en fait, le rapport final fait quelques recommandations. Donc, il y a un volet droit de la concurrence, mais je pense que ça va venir, en tout cas, on va en parler. Donc, je vais juste faire 3 points sur les recommandations qui ont plus trait aux aspects réglementaires. Le rapport final, et en fait, ça je pense aussi, montre que la Commission ne remet en rien en cause l'importance des droits de propriété industrielle en Europe, mais au contraire, l'idée, c'est de les rendre plus efficaces et plus effectifs. Donc, on appelle à la création d'un brevet communautaire et à la création d'un système, de règlement de litige communautaire pour éviter cette dispersion, multiplication et possibilité de contradiction, de jugements contradictoires qui existent aujourd'hui. On appelle aussi l'accélération des procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments génériques. On appelle aussi aux autorités nationales de faire attention aux interventions des laboratoires Princeps, au bien fondé de ces interventions, mais aussi aux types d'arguments qui sont mis en valeur et leur admissibilité. Et aussi, ça je n'ai pas mentionné, mais en fait on en a aussi collecté des données sur les campagnes publicitaires de dénigrement, trompeuses. On appelle aussi les autorités à prendre des mesures à l'encontre de telles campagnes, parce que un produit qui a reçu une autorisation de mise sur le marché, donc qui a été examiné et qui a été jugé efficace, de bonne qualité, équivalent à Princeps, donc un produit générique, et qui peut être mis sur le marché, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fondement à ce qu'on conteste sa qualité ou son équivalence une fois qu'il est déjà sur le marché. Et toutes ces procédures nationales se sont déroulées. Voilà. Donc je vais passer la parole à Monsieur Lamoureux, peut-être pour avoir ses réactions. Oui, merci. Moi, je me suis pas fait remplacer. Je vais essayer de survivre à ma propre trachéite. D'abord dire qu'évidemment, après vous avoir remercié de m'avoir invité à ce colloque, vous dire que je me situerai bien entendu sur un plan plus politique que juridique, et vous ne m'en voudrez pas. Deuxième point, vous dire aussi que je concentrerai l'essentiel de mon propos sur la situation française. Je voudrais également qu'on échappe au cours de cette discussion à un discours un petit peu généralisateur qui serait assez décalé de la réalité. Je crois que par exemple les grappes de 1300 brevets sont quand même pas le cas le plus courant, même si de mon côté je n'essaierai pas non plus de vous dire que tout est absolument parfait dans le meilleur des mondes et que l'ensemble des laboratoires, qu'il s'agisse des génériqueurs ou des Princeps, jouent systématiquement le jeu. Je crois qu'il y a quelques points qui méritent d'être rappelés et qui me semblent assez évidents, mais qui sont peut-être moins perceptibles pour certains d'entre vous, et rétablir un peu les faits dans leur réalité. D'abord, par exemple, le LEM, qui est l'organisation professionnelle française de l'industrie pharmaceutique, est par exemple une organisation professionnelle qui va regrouper l'ensemble des producteurs, aussi bien les Princeps que les génériqueurs. Je vais d'ailleurs vous donner un scoop, c'est que depuis le mois dernier, les génériqueurs sont membres du conseil d'administration du LEM. Alors je sais que ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, mais en tout cas en France, il y a une organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des industriels. Deuxième point, je crois que là aussi, il faut bien comprendre que le générique est une réalité économique dans notre pays et que plus personne ne conteste le générique. Je crois que c'est un combat un petit peu d'arrière-garde. Une boîte sur 4 délivrée en France est un médicament générique. Les génériques représentent en moyenne 82% des unités du répertoire. Et je voudrais également mentionner une étude qui vient d'être publiée par le GERS, puisque vous parliez de vitesse de pénétration, qui montre que la vitesse de pénétration des médicaments génériques sur le marché tend à s'accélérer. Dans une étude précédente qui datait de 2004, le taux de pénétration était de 40% à 6 mois. Il est désormais de 70% à 6 mois. Et je crois qu'une actualité récente, suite à une tombée de brevets importante, va montrer que le taux de pénétration est même encore plus rapide que ça.
Troisième élément, rappeler que les autorités françaises mettent en France, dans le pays, en œuvre une politique extrêmement volontariste de développement du médicament générique. Il y a eu beaucoup de mesures ces dernières années visant à favoriser le médicament générique dans notre pays. Le droit de substitution, la politique de prix menée par le Comité économique des produits de santé, voire encore plus récemment les CAPI, les contrats d'amélioration des pratiques individuelles des médecins. Michel Chassan en parlera, j'imagine. Ou encore plus récemment, tout récemment, la mesure concernant le façonnage qui a été adoptée dans le cadre du dernier Conseil stratégique des industries de santé, présidé par le président de la République. Il n'y a donc pas de contestation de la politique des génériques dans notre pays à deux conditions. La première condition, c'est que les pouvoirs publics soient à même de garantir une politique de générique de qualité. Et je crois pouvoir dire que dans notre pays, c'est le cas aujourd'hui. Simplement, je dis qu'il faut être attentif à toute politique de dérégulation qui pourrait mettre en péril cette politique de générique de qualité. Donc oui, il y a une politique de générique, il y a une politique générique de qualité, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème aujourd'hui en France. Ensuite, qu'il puisse y avoir une stricte égalité de traitement entre les médicaments génériques et les médicaments princeps. Et c'est vrai qu'au regard de tout ce qui vient d'être dit, les conclusions de l'enquête peuvent paraître un petit peu préoccupantes. Alors sur l'enquête en tant que telle, une enquête sectorielle, c'est la photographie économique d'un secteur à un moment donné, sous l'angle concurrentiel, pour voir s'il n'y a pas des dysfonctionnements. Il était normal que l'industrie pharmaceutique, à l'instar d'autres secteurs d'activité, soit soumise à ce type de procédure. L'enquête a été longue, elle a été lourde à gérer pour les entreprises. Je ne porterai pas de jugement sur les méthodes d'enquête utilisées. Le rapport préliminaire, en tout cas, est apparu assez déséquilibré et ne prenant pas suffisamment en compte, notamment l'impact de la régulation du secteur. Ça a été dit, mais nous sommes dans un secteur extrêmement régulé. Donc l'impact de la régulation du secteur comme facteur explicatif d'un certain nombre de dysfonctionnements constatés. Et cet avis a d'ailleurs été très largement partagé par l'ensemble des industriels européens, puisque le FPIA s'en est ému auprès de la Commission. On se retrouve donc aujourd'hui en face d'une communication finale un peu plus équilibrée qui intègre certaines des remarques émises par les entreprises lors de la consultation publique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la communication finale pour ce qui nous concerne? 4 choses. Première chose, et vous l'avez dit, et je crois que c'est essentiel, une reconnaissance de l'importance de la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur de la pharmacie et de son caractère déterminant dans les compétitivités des entreprises, avec des préconisations d'accélération du brevet communautaire et de la juridiction unique, ce que nous saluons, ce qui recueille bien entendu notre accord, tout comme les préconisations de rationalisation des processus réglementaires AMM et prix, encore que l'on puisse se demander si ces préconisations n'auraient pas dû résulter d'un autre processus, par exemple un processus législatif, plutôt que d'une enquête de concurrence. Sur les pratiques et leur compatibilité avec le droit de la concurrence, là je dois reconnaître que bien entendu nous restons beaucoup plus perplexes. Nous restons perplexes, pourquoi? Parce que le rapport de la Commission entend tracer une ligne jaune à ne pas franchir pour ne pas tomber sous le coup du droit de la concurrence, mais cette ligne jaune reste très floue, et si vous me permettez cette image, dans un certain nombre de cas, on a même le sentiment que la ligne jaune fait la taille de la route, ce qui évidemment n'est pas d'une grande portée pratique pour les industriels. En matière de brevets, la Commission réaffirme l'importance des brevets et le droit de les faire valoir en justice, mais en même temps, elle continue à reprocher aux entreprises d'utiliser leurs droits de brevet à des fins anticoncurrentielles, alors que, je le rappelle, c'est amusant de vous entendre dire, après tout, l'AMM est délivrée par une autorité indépendante et donc elle n'est pas contestable. Les autorités qui délivrent des brevets sont également des autorités indépendantes et me semble-t-il non contestables. Donc je voudrais rappeler ici que les brevets sont délivrés par des autorités indépendantes et que leur validité est sanctionnée par les tribunaux. Dans le même sens, le rapport critique et conteste l'intérêt de l'innovation incrémentale et de sa protection, c'est en tout cas la lecture qu'on peut en avoir, alors qu'elle a évidemment toute sa place dans le progrès thérapeutique, et qu'à partir du moment où une innovation incrémentale remplit les critères de brevetabilité, on ne voit pas en quoi une telle brevetabilité serait critiquable. Et je pense que la meilleure réponse qui a été donnée à l'enquête de la Commission sur ce point a été donnée par l'Office européen des brevets dans sa réponse à la consultation publique, en rappelant que l'intention est étrangère au domaine du brevet, soit une invention est brevetable, soit elle ne l'est pas. Enfin, il nous semble que le rapport final a insuffisamment pris en compte l'impact extrêmement fort de la régulation du secteur pharmaceutique, je l'ai déjà dit, sur certains phénomènes liés au délai d'arrivée des génériques sur le marché,
qui ont été peut-être un peu trop facilement mis à la charge de comportements d'entreprise dont l'illégalité reste quand même à prouver, plutôt que sur des données économiques inhérentes à la surrégulation du secteur. Par exemple, on peut citer par exemple les procédures de fixation des prix. Donc en conclusion, le plus ennuyeux à l'arrivée pour nous, c'est que s'agissant de pratiques qui semblent relever de la vie normale des affaires, et de ce point de vue-là, le secteur de la pharmacie n'échappe pas à la règle qui s'applique dans tous les autres secteurs, les entreprises restent dans une incertitude juridique sur les conséquences que pourront avoir pour elles ces pratiques au plan du droit de la concurrence. Vous l'avez dit vous-même, c'est un rapport qui est très factuel, mais qui ne donne pas beaucoup de guidelines ni pour nous, ni j'imagine, pour les nombreux avocats qui se trouvent dans cette pièce. Donc pour répondre un petit peu à la question que vous nous avez posée, non, il ne nous semble pas que la frontière entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas soit aujourd'hui clairement tracée par ce rapport. Merci beaucoup pour cette prise de position. Je crois que la mutualité française et Madame Le Chartier voudrait également exprimer sa position, peut-être dans un sens pas tout à fait convergent. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, votre question, c'est quelles règles du jeu pour la concurrence médicaments? Je pense que les règles du jeu, en tout cas décrites par la Commission européenne, ne nous sommes pas aujourd'hui des règles du jeu favorables et propices à une concurrence saine. Ça, je vais y revenir après, peut-être vous avoir présenté ce qu'est la mutualité française très rapidement et son intérêt manifeste pour le médicament et notamment également pour la politique des génériques. Donc la mutualité française, elle rassemble 823 mutuelles aujourd'hui qui protègent plus de 38 millions de personnes. Ce sont des organismes à but non lucratif, donc qui font vivre un système de solidarité, d'entraide et de prévoyance. Donc les mutuelles sont des sociétés de personnes et non pas de capitaux. Elles n'ont pas d'actionnaires à rémunérer et elles ont une vie démocratique, c'est-à-dire que leurs représentants sont des élus et il y a également des événements démocratiques avec un congrès triennal. La mutualité française est engagée très fortement au niveau à la fois français mais également européen où à chaque fois elle affirme ses valeurs de solidarité, ses valeurs de non-sélection de risques. Elle a de nombreux partenaires et elle gère également tout un réseau de services de soins et d'accompagnement, puisqu'il y a 2200 services de soins et d'accompagnement qui vont d'établissements hospitaliers à des centres dentaires, des centres optiques, des pharmacies. Voilà, donc elle est présidée par Jean-Pierre Davant, que j'ai aujourd'hui l'honneur de représenter pour cette première table ronde consacrée aux médicaments. Alors, pourquoi la mutualité a un intérêt manifeste dans le médicament? Eh bien, il faut savoir que le médicament, c'est le premier poste de dépense des mutuelles, puisque c'est à peu près 4 milliards d'euros par an. C'est 30% des remboursements. Donc, elle se veut un acteur légitime de la politique du médicament, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, et elle développe une politique active depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Alors, concernant la politique des génériques, la mutualité a été pionnière dans le développement des génériques il y a plus de 25 ans. Et c'était en fait en réponse au plan Seguin, c'est-à-dire que la mutualité, non pas seulement dans une approche comptable, mais dans une approche d'efficience, a prôné le développement des médicaments génériques, donc en disant que les économies qui étaient générées à qualité de soins égale permettaient de financer l'innovation thérapeutique. Et là, on revient justement à ce juste équilibre entre réaliser des économies, mais pour financer une innovation thérapeutique, mais une vraie innovation thérapeutique avec une forte valeur ajoutée pour les patients. Et évidemment, c'est aussi garantir quand même, dans un système de prix administré, l'accès aux mêmes produits au meilleur prix. Donc c'est un marché aujourd'hui, le marché des génériques, qui est un marché d'intérêt général que personne ne conteste. Vous-même, Philippe Lamoureux, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui est donc un marché qu'il faut développer pour réduire les dépenses de santé, bien entendu, puisqu'en plus on se situe à efficacité et qualité égale pour ce type de produit. Mais je ne partagerai pas votre optimisme sur l'état du marché aujourd'hui, puisque ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ce marché en France, il n'est pas mature.
Donc c'est un marché qui a beaucoup de mal à se développer et qui représente seulement 13% du marché total des médicaments en valeur. Si vous voulez, en 2008, les ventes de médicaments génériques, c'est 3,8 milliards d'euros et c'est une augmentation que de 10,3% par rapport à 2007. Et d'ailleurs, on a observé une diminution de l'augmentation de ce marché entre 2007-2008 par rapport à 2006-2007, où 2006-2007, on avait une augmentation de plus de 20%. Alors, comment explique-t-on justement finalement cette perte de vitesse du marché qui ne se développe pas, qui ne prend pas la place qu'il devrait prendre? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent, et notamment un certain nombre de stratégies qui sont mises en place donc, par les laboratoires Princeps, des stratégies dilatoires d'entrée, de mise sur le marché des génériques. Et puis, on observe un phénomène typiquement franco-français qui est un phénomène d'érosion de la prescription dans le répertoire avec un basculement, un détournement finalement des prescriptions de médicaments génériques vers des molécules encore protégées par brevet. Donc ça, si vous prenez par exemple la classe des statines, on observe ce basculement, ce déplacement de la prescription vers des molécules qui sont encore protégées par brevet, mais qui, d'un point de vue bénéfice-risque, présentent exactement les mêmes qualités que les génériques. Donc ça aussi, c'est une interrogation pour savoir pourquoi il y a ce déplacement de la prescription. Donc aujourd'hui, la France, elle est quand même très mauvaise élève en matière de générique, puisqu'elle est en dernière position après l'Allemagne, le Royaume-Uni et les USA. Donc la mutualité, l'année dernière, en septembre 2008, avant la parution donc, de l'enquête préliminaire de la Commission européenne donc, sur le secteur pharmaceutique, a publié une étude sur 25 ans de politique du médicament générique en France et a dressé un certain nombre de constats que la Commission finalement a mis en exergue. Et donc c'est pourquoi nous avons salué ce travail de très grande qualité de la Commission européenne, qui est un travail extrêmement documenté. Et nous y avons contribué puisque nous avons fait partie des 75 contributeurs en fait sur le rapport préliminaire. Alors moi je relève quand même que Philippe Lamoureux parlait maintenant d'un rapport final plus équilibré que le rapport préliminaire. Nous on a une vision inversée, c'est-à-dire qu'on préférait le rapport préliminaire qui nous semblait plus juste, et qui mentionnait notamment aussi, si vous voulez, le coût et la perte d'économie donc pour les États membres sur 7 ans, de 2000 à 2007. La Commission a évalué à 3 milliards d'euros en fait, d'économies perdues à cause de ces stratégies dilatoires. Donc, pour nous, il y a une vraie insécurisation pour les laboratoires génériqueurs sur les brevets. Avec donc ces outils, cette boîte à outils, ces stratégies d'entrave, ces multiples brevets déposés et ces procédures judiciaires où la Commission a souligné que dans 60% des cas, les génériqueurs ont obtenu gain de cause, mais je souhaiterais souligner aussi que le coût total des litiges a été estimé quand même à 420 millions d'euros. Donc c'est là où d'ailleurs on voit bien que cette industrie, aujourd'hui, elle est finalement, et c'est certainement un des enseignements de cette enquête, est à aujourd'hui un tournant de son histoire industrielle. On voit bien que son business model est finissant, qu'elle est dans une phase d'essoufflement, avec une chimie traditionnelle qui ne remplit plus ses objectifs. Et concomitamment, on arrive finalement avec de nombreux blockbusters qui arrivent à échéance. Et donc on se trouve dans une situation de crispation pour cette industrie qui préfère justement développer des stratégies dilatoires, des stratégies d'entrave, alors que toutes ces ressources qui sont déployées donc, pour entraver finalement ou retarder la commercialisation des génériques, et je vous recite ce chiffre de 420 millions d'euros pour des procédures judiciaires, devraient plutôt être réaffectées
vers le cœur de métier de l'industrie, qui est quand même sa recherche et développement. Donc, en ce qui concerne ensuite sur la Commission, c'est vrai que nous sommes restés un peu sceptiques aussi sur le rapport final, puisque la Commission dit à de multiples reprises dans son rapport qu'elle est là pour observer, mais qu'elle ne veut pas juger le caractère anticoncurrentiel de ces stratégies. Nous, dès le rapport préliminaire, la mutualité s'était positionnée en souhaitant justement que le caractère anticoncurrentiel de ces pratiques soit reconnu. En tout cas, ce que l'on souhaiterait, et j'ai vu la semaine dernière que l'Association européenne des génériqueurs, European Generic Association, avait fait la même demande, c'est qu'il y ait une implémentation finalement des recommandations de ce rapport, une implémentation assez rapide pour qu'on puisse clarifier voilà, la politique des génériques et les problèmes qui ont été soulevés. Concernant le brevet communautaire, je crois que tous les contributeurs à l'enquête ont été unanimes pour accueillir favorablement cette idée. Nous souhaiterions qu'il y ait encore plus de transparence sur la question des brevets, c'est-à-dire qu'il y ait même une base de données européenne qui recense toutes les molécules et avec toutes les dates de brevets qui arriveraient à échéance. Ce serait une transparence qui permettrait justement aux génériqueurs d'avoir une certitude sur l'échéance des brevets. Donc très rapidement pour finir, c'est vrai que notre idée c'est que, et on a vu que la Commission avait cet objectif-là, c'est-à-dire que de formuler un certain nombre de propositions pour que la concurrence puisse s'exercer dans de meilleures conditions et surtout pour que cette concurrence puisse bénéficier davantage au système de santé et aux patients. Et je crois qu'aujourd'hui, la question est bien là, c'est le patient. Le consommateur final doit pouvoir bénéficier d'une concurrence constructive et positive, donc bénéficier de génériques à moindre coût rapidement, et également de produits très innovants et qui ne relèvent pas d'une innovation marginale ou incrémentale. Merci. Donc, on voit déjà un rapport qui a été présenté et deux avis à peu près complètement opposés sur ce rapport. Alors, je vais passer la parole à Didier Tabuteau et à Monsieur Kervadoué ensuite. Et je voudrais qu'on réserve peut-être aussi encore un peu de temps pour que la Commission puisse répondre à différents points sur lesquels elle a été sollicitée avant qu'on achève cette table ronde. Donc, je ne sais pas, Monsieur Tabuteau, et ensuite... Oui, merci. Je vais être extrêmement bref, d'autant que je n'interviendrai pas sur le débat qui vient d'avoir lieu. Moi, je voulais, dans le cadre de la table ronde qui était proposée, revenir sur ce qui m'a frappé depuis le début de la matinée, c'est-à-dire le fait que la problématique de la concurrence se centre sur, avant l'AMM, enfin jusqu'à l'AMM, et puis un petit peu donc sur générique et princeps, mais en fait, c'est aussi très largement de l'anti-AMM. Or, quand on regarde ça avec un œil non pas juridique, mais d'analyse des politiques de santé, ce qui est très fascinant, c'est de voir que la concurrence sur le médicament, si on regarde les rapports de l'Inspection générale des affaires sociales ou les analyses qui sont faites, c'est toujours essentiellement abordé à travers l'autre volet qui est qu'est-ce qui se passe après l'AMM, quelle est la concurrence entre les produits princeps, comment s'exerce la concurrence véritablement jusqu'aux patients en matière de médicaments. Et de ce point de vue, on sait que les débats qui entourent ça, alors je ne sais pas s'ils relèvent du champ du droit de la concurrence, je pense quand même qu'ils en relèvent largement, c'est la façon dont l'information, puisqu'on est dans une économie qui fonctionne sur la théorie de l'agence, donc il faut qu'il y ait une intermédiation pour que les produits puissent être prescrits ou demandés. Comment s'exerce cette concurrence à travers les agences qui interviennent pour agences pas au sens de l'AFSAPS, mais agences au sens de la théorie économique. Comment s'exerce cette concurrence à travers les agences? Quels sont les éléments déterminants de la prescription des médicaments? Alors, il y a bien sûr les laboratoires pharmaceutiques, à travers toutes leurs activités, à travers leurs visites médicales. Il y a également les agences, cette fois nationales, européennes, ou les autorités qui établissent des recommandations de bonnes pratiques, des référentiels, et tout ceci est absolument évidemment déterminant.
Il y a également, et je crois qu'il faut l'évoquer dans cette matinée, l'action de l'assurance maladie, notamment les délégués de l'assurance maladie, qui ont un rôle désormais bien d'orientation de la prescription, donc d'intervention sur la concurrence entre les différentes stratégies thérapeutiques lorsqu'elles sont proches, à défaut d'être totalement équivalentes. Et puis enfin, il y a quand même un facteur qu'il ne faut pas oublier, qui est, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, la concurrence à travers les expertises, la concurrence à travers l'influence de l'opinion des prescripteurs. C'est-à-dire qu'il me semble que est tout aussi important dans la réalisation du marché du médicament l'avis que va émettre un expert ou un professionnel de renom sur une stratégie thérapeutique qui comporte ce médicament que toutes les mesures juridiques qu'on pourra mettre en amont pour provoquer cette concurrence. Et je crois que si on ne prend pas en compte l'ensemble de ces facteurs, de cette espèce de concurrence d'influence ou de cette concurrence d'opinion, de cette concurrence d'expertise, on est en dehors d'une bonne partie des préoccupations de la concurrence en matière de santé, vu des politiques de santé. J'ajouterai d'ailleurs un 5e facteur aux 4 que j'ai évoqués, qui est quand même l'influence, en tout cas dans un certain nombre de domaines, mais j'ai le souvenir, l'époque où je dirigeais l'agence du médicament, de 2 ou 3 cas où ça avait été majeur, c'est évidemment l'influence de la presse grand public. Alors j'allais dire indépendamment ou pas, point d'interrogation des laboratoires pharmaceutiques, mais en tout cas de l'intérêt que la presse peut trouver à un médicament, à une stratégie thérapeutique. On sait qu'il y a des médicaments qui peuvent être des vedettes et qui va évidemment avoir des effets en chaîne sur le fonctionnement du système de santé que l'on sait mesurer et qui sont tout à fait considérables à travers la façon dont les prescripteurs vont réagir et dont d'ailleurs, dans une certaine mesure, et c'est là que un marché au sens classique du terme peut retrouver sa place, avec beaucoup d'imperfections d'ailleurs, le patient en tant que demandeur. La dernière remarque que je ferai, donc au-delà de cette recherche et interrogation sur les modes d'exercice de la concurrence à travers l'information, c'est également la difficulté très particulière, me semble-t-il, quand on veut raisonner en termes de concurrence sur ce secteur, la difficulté très particulière à comparer les produits. Le bénéfice-risque, c'est une notion un tout petit peu plus compliquée pour un médicament que le rapport qualité-prix d'un iPod à la FNAC. Et donc, la comparaison des médicaments, on peut avoir des médicaments dont l'intérêt thérapeutique va être très élevé pour une sous-catégorie de la population et beaucoup moins pour d'autres, etc. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un système de comparatif qui est extrêmement difficile et qui d'ailleurs redonne toute sa place aux agences au sens économique du terme. Et je crois que dans l'approche, l'analyse de la concurrence sur le secteur du médicament, il faut bien garder en tête cette particularité qui ne cessera de s'accroître avec les avancées de la génomique et d'un certain nombre d'autres éléments. Donc tout ça pour dire que je crois que tout ce qui est postérieur à l'AMM, tout ce qui est concurrence dans la vie réelle du médicament, pose des problèmes qui sont, à mon sens, sur un plan en tout cas théorique et d'analyse des politiques de santé, très très loin d'être résolus. Monsieur Kermadoué. Oui, bien merci. Comme dit Didier Buteau, moi je ferai une remarque générale. Je pense que les 3 thèmes de ce matin se tiennent, c'est pour ça que j'ai souhaité parler le dernier. Alors je commencerai par un préambule pour vous, madame, ou une remarque, madame Luc. On ne parle pas de santé, on parle de médecine. Hein. Alors j'expliquerai pourquoi je fais cette remarque. Ce ne sont pas des synonymes. Et justement, le fait de considérer que ce sont des synonymes fait partie de la base de la stratégie de l'industrie pharmaceutique, j'y reviendrai. La deuxième remarque, c'est que j'ai un peu l'impression d'être à une réunion de chanoines et de chanoinesses et de me retrouver, vous savez, dans le film Au nom de la rose, où ils se réunissent pour savoir, les franciscains et les dominicains, pour savoir si le Christ était propriétaire de ses habits. Donc, par cette remarque un peu bizarre, vous croyez, ou c'est une des hypothèses, que la concurrence est efficace dans le domaine de la santé. Moi, je vais tout de suite vous démontrer le contraire. C'est-à-dire que quand vous faites, comme moi, depuis 40 ans, des comparaisons internationales, vous voyez que les 2 pays les plus chers au monde, qui sont la Suisse et les États-Unis, enfin les États-Unis, d'abord 16% du PIB, la Suisse 11,3%, la Grèce, en fait 12, parce qu'il y a 2% qui sont blacks, donc 2% du PIB, donc c'est vraiment beaucoup. Donc officiellement, le chiffre de la Grèce est 10, en fait la réalité c'est 12. Je viens de faire une étude à la demande de l'OCDE sur le système de santé grec, donc voilà, d'où ma compétence dans ce domaine. Il se trouve donc que les pays
où les gens ont le plus de choix de l'assurance, le plus de choix de leur médecin, le plus de choix sur les médicaments. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le président Bush a fait un cadeau extraordinaire à l'industrie pharmaceutique puisqu'il a autorisé la publicité grand public et que les dépenses de pharmacie aux États-Unis ont cru pratiquement autour de 15%, entre 15 et 20% durant les 7 premières années de cette décennie. Vous voyez que la croyance en l'efficacité de la concurrence dans le secteur de la santé ne marche pas, puisque c'est exactement l'inverse. Et moi, j'ai passé une partie de ma vie à essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors, vous savez que ce qui compte, c'est pas le droit. Ce qui compte, c'est l'intérêt économique derrière. Bon, l'intérêt économique derrière dit des choses assez simples. Pour que la concurrence marche, il faut 3-4 conditions. Il faut une infinité d'acheteurs, une infinité de vendeurs. Donc ça, c'est le problème monopole, monopsone, oligopole, oligopsone. Il faut une symétrie de l'information et il faut que les acheteurs soient rationnels. Alors, je ne vais pas être trop long, mais et je reviendrai à oligopole, oligopsone et monopole, monopsone, mais juste un mot sur la symétrie de l'information et juste un mot sur la rationalité. Alors, vous savez que Kenneth Arrow a eu le prix Nobel d'économie pour un article qu'il a écrit en 1963 sur ce sujet-là, en montrant pourquoi le marché de la médecine n'était pas un marché comme les autres. Et son explication essentielle était de dire qu'il n'y a pas de symétrie d'information entre l'acheteur et le vendeur. Et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'ils achètent quand ils vont voir un médecin. Ils n'achètent pas un bien, ils n'achètent pas un médicament, ils n'achètent même pas un service, parce que la consultation entre 10 minutes et 1 heure, on ne sait pas trop ce que c'est. Surtout que la première rendez-vous chez le médecin va amener à d'autres rendez-vous. Donc on ne sait pas si ça va s'arrêter là ou si on est parti pour une longue expérience dont on ne connaît pas la fin. Donc on n'achète pas un bien, on n'achète pas un service. Et donc l'information est asymétrique. Et le problème de toute la politique économique dans le monde entier sur les systèmes de santé, c'est de savoir comment réduit-on la symétrie d'information, LA, et symétrie plus loin, il n'y a pas d'apostrophe là, pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas d'abus et toute la déontologie médicale est fondée justement sur ce danger d'abus. Alors, moi j'ai une explication que j'ai déjà publiée dans mon dernier livre qui s'appelle Très chère santé, mais sur lequel mon équipe travaille pour faire un article de théorie économique. Et l'explication est très simple, elle est la suivante. Quand on va voir un médecin, on n'achète pas un bien, on n'achète pas un service, on achète de la confiance. Et quand vous avez un système de concurrence, et ça c'est notre troisième table ronde, de financement, comme c'est le cas aux États-Unis et le cas en Suisse, les gens riches pensent, à tort ou à raison, c'est pas important pour la suite de la démonstration, que les bons médecins sont les médecins chers et que les bons hôpitaux sont les hôpitaux luxueux. Et donc l'assurance des gens riches rend solvable la demande pour les médecins chers et pour les hôpitaux luxueux. Et en fait, ces mécanismes, sur 50 ans, et ça marche assez bien pour les États-Unis et la Suisse, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de l'inflation. Donc très curieusement, du fait de la nature du bien, les mécanismes de concurrence ne font pas du tout ce que vous faisiez l'hypothèse en commençant. Ils n'améliorent pas l'efficacité, ils produisent de l'inflation. Et quand vous regardez la différence de prix entre les États-Unis et nous, c'est essentiellement une différence de prix. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, une infirmière en Californie qui a 2 ans d'expérience vaut, et on a du mal à en trouver, $90 000 par an, et le pouvoir d'achat en dollars est à peu près le même que celui en euros, même si les chances ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, je voulais rappeler que, et c'est pour ça ma référence aux moines, qu'on est en train de faire de l'exégèse de quelque chose qui est totalement en dehors de la réalité. Alors, c'est parce que vous faites, madame, mais c'est inutile, je trouve ça remarquable, même je vais y venir en un mot. Mais tout ça, c'est totalement marginal par rapport à l'essentiel du sujet, qui est de savoir pourquoi les pays où il y a un système étatique de contrôle des tarifs et des prescriptions sont des pays plus efficaces, plus égalitaires. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est 16% du PIB. 1% en France, c'est 20 milliards d'euros. 19,5 pour être précis. Donc si on consommait comme les Américains, on consommerait, donc ça serait 100 milliards d'euros en plus. Mais si on consommait comme la moyenne des pays européens, qui ont une espérance de vie supérieure à la nôtre, pour certains d'entre eux,
on consommerait 40 milliards d'euros en moins. Donc les États-Unis aujourd'hui, c'est 5 ans d'espérance de vie de moins que les Japonais qui dépensent 8% du PIB, les Américains 16%. Les États-Unis aujourd'hui, c'est 3 ans de moins que les Européens qui sont autour de 9%. Et c'est ça le sujet central. Et c'est les mécanismes économiques de financement et l'industrie pharmaceutique par la liberté des prix et des hôpitaux par des mécanismes d'assurance qui produisent de l'inflation. Alors, 2 mots sur l'industrie pharmaceutique et j'en aurai terminé. L'industrie pharmaceutique est une grande industrie. Elle se comporte comme toutes les autres industries. Elle n'aime pas du tout la concurrence. Bien. Et je pense que l'industrie pharmaceutique n'est pas beaucoup plus condamnable que l'industrie du ciment, qui est aussi ni plus condamnable que l'industrie des téléphones portables. On sait ça. Bien. Bon, quelle est la particularité néanmoins de l'industrie pharmaceutique? Il y en a une, c'est qu'elle nous a fait croire au monde entier que 3 équations, que santé et médecine étaient des synonymes, que médecine et les médicaments étaient des synonymes, et que donc plus de médicaments est égal à plus de santé. Or, c'est empiriquement faux. Si vous voulez, je vous montrerai un transparent avec lequel, ou une slide avec lequel je me balade tout le temps, où quand vous regardez la croissance de l'espérance de vie et la croissance des dépenses de médicaments depuis 20 ans, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune relation, et qu'il y en a une, elle est plutôt inverse. Alors, bien entendu, je ne suis pas obscurantiste. Bien entendu, je pense que l'industrie pharmaceutique joue un rôle important, mais bien entendu, je sais que les Norvégiens qui dépensent 290 € de moins par habitant et par an pour leurs médicaments ont une qualité des soins qui est comparable à la nôtre. Voilà, donc ce que je voulais vous dire à titre d'introduction. Oui, un mot sur l'Union européenne quand même, pour terminer. Je vous demanderai juste de le dire rapidement, parce que je voudrais repasser la parole à la commission. Je le dirai tout à l'heure. Ouais. D'accord. Je vais quand même repasser la parole à Elena Camila-Roba, parce qu'elle a été beaucoup sollicitée par les uns et les autres. Alors c'est du trop, c'est du pas assez, c'est rien du tout. Alors peut-être pour vous le mot de la fin. D'accord, en fait, juste quelques commentaires sur les interventions de M. Lamoureux et Mme Le Chertier. Vous avez commencé votre intervention en disant qu'il faut rétablir les faits dans leur réalité. Mais en fait, l'enquête sectorielle, comme vous l'avez dit ensuite, c'est vraiment une photo du secteur. On a recueilli de l'information de presque 50 laboratoires Princeps, tous les grands laboratoires Princeps actifs en Europe, et presque 30 laboratoires génériques. Donc, pareil, tous les grands laboratoires génériques actifs en Europe qui ont donné des informations de jamais publiées jusqu'à là. Donc, je pense que c'est quand même assez fiable et l'information qu'on a publiée dans le rapport correspond et illustre bien la réalité des choses. Et en tout cas, c'est de l'information qui n'a jamais été collectée dans cette échelle et publiée avant. 2 autres points. En fait, de 2 côtés, j'ai entendu le commentaire que, et c'est vrai que c'est un commentaire qu'on entend souvent, que le rapport ne fournit pas de clarté sur l'analyse, le droit de la concurrence des pratiques identifiées. Mais on répond toujours la même chose. En fait, c'est pas sa tâche, c'est un exercice factuel et général, et dont l'objet, en fait, est de nous aider de voir s'il y a des dysfonctionnements dans le secteur, et en particulier des dysfonctionnements qui auraient être dus à des pratiques anticoncurrentielles. Donc, alors là, ça va nous aider, et on peut dire que ça nous aide déjà à concentrer nos efforts dans une ou une autre direction et à analyser certaines pratiques. Dans ce cas-là, je peux dire qu'on a déjà 2 investigations en cours. On a commencé en juillet, l'autre, on a pris des mesures d'investigation le mois dernier. On pense aussi, et elle concerne des pratiques identifiées dans le rapport. On est en train aussi de réfléchir sur un projet ou sur un mécanisme
notification des transactions. Je ne sais pas comment on lui dirait en français. En fait, en anglais, on dit Patent Monitoring Mechanism. Donc, l'idée serait, mais on est encore en train de réfléchir sur ça, donc je peux juste vous dire quelques mots généraux. Mais on pense à un mécanisme... en fait, on pense à demander, adopter un mécanisme, donc voir déjà quelle base juridique, etc. On est en train de faire des consultations. Demander avec des questionnaires au début de chaque année aux laboratoires pharmaceutiques génériques et Princeps de nous soumettre des copies de leurs transactions, en fait, transactions qui ont été conclues pendant l'année précédente. Donc ce serait un contrôle a posteriori de ce qui se passe au niveau des transactions, parce que quand même, les transactions, c'est une des pratiques qui vont attirer notre intérêt, puisque le possible effet sur l'assurance maladie, les budgets publics et les patients est vraiment non négligeable, et eux n'interviennent à aucun moment dans cet accord bilatéral, alors qu'ils sont bien concernés. Donc, nous aussi, on aurait aimé donner plus d'orientation, mais c'est absolument impossible vu que le droit de la concurrence, ça s'applique au cas par cas, et donc il nous faudrait quand même une certaine masse critique de jurisprudence pour pouvoir tirer des conclusions générales. Mais en tout cas, on y travaille. Et un autre commentaire de M. Lamoureux sur les brevets. Vous avez dit, et juste titre, et bien sûr, on est tout à fait d'accord que les brevets sont donnés par des offices indépendants. Et l'intention est immatérielle. Il y a des critères de brevetabilité, notamment nouveauté, inventivité au caractère novateur et applicabilité industrielle. Et c'est ces critères-là que c'est la tâche de l'office de l'examiner. Et ça, on est tout à fait d'accord. Par contre, si et le droit de la concurrence n'a pas à s'appliquer, il y a un autre droit qui s'applique, d'autres autorités. Par contre, si des laboratoires obtiennent de brevets ou font une demande de brevet en sachant qu'ils ne remplissent pas les critères de brevetabilité ou ils ne remplissent pas un critère de brevetabilité, et pourtant ils y vont, ça pourrait, dans certaines conditions, pourrait poser des problèmes au niveau du droit de la concurrence. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je pense que c'est tout. Et d'ailleurs, dans le rapport final, on a toujours ces chiffres sur les économies. On ne les a pas enlevés, ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que 3 milliards d'euros sur 8 ans à la taille de l'échelle de la communauté européenne, ça doit faire quelques dizaines de centimes d'euros par citoyen européen. Oui, mais on a utilisé un univers de médicaments assez limité et sur un univers aussi d'États membres limité. Donc, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout de prétention de correspondre à un chiffre valable pour toute l'Union européenne. Et ça ne prend pas en compte les effets dynamiques, donc on considère des volumes constants. Donc c'est vraiment une appréciation très conservatrice. Voilà, alors dans le feu des débats du panel, on me signalait qu'il fallait aussi ouvrir la possibilité pour la salle de poser des questions, mais nous sommes déjà en dehors de nos délais. Donc je crois qu'il y avait une question... Oui, juste poser une petite question. Donc, je m'appelle Marianne Frison-Roche, je suis professeure de droit. Je dirige la chaire régulation. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de nervosité autour de ce rapport d'enquête sectorielle de la Commission et de la question, et que certainement une des voies les plus efficaces pour accroître cette nervosité, c'est de tenir des discours très méprisants d'une discipline sur une autre, et que par exemple une discipline affirme que elle est très importante et que les autres par exemple ne s'occupent que des choses sans aucune importance et n'ont pas à être considérées. Je pense que c'est pas une bonne façon de prendre les choses. Donc appartenant à la discipline sans importance, à savoir donc le droit, je reprends donc cette question de l'enquête sectorielle simplement pour faire deux petites remarques. L'enquête sectorielle, en réalité, n'est pas une pure factualité. Elle implique nécessairement, parce que on ne peut pas faire autrement, des prises de position de principe, et notamment, mais implicitement, des positions de preuve.
Parce que, comme ça a d'ailleurs été dit dès le départ, vous avez dit, c'est un secteur, chacun l'a dit, c'est un secteur extrêmement régulé. Mais à un moment, madame, tout au début, vous avez dit, et nous admettrons tout à fait, lorsqu'on appliquera le droit de la concurrence, qu'il y ait des organisations ou des comportements qui s'écartent du droit de la concurrence dès l'instant que ce sera justifié. Ah oui, mais ça c'est un système de preuve. Parce que ça signifie à ce moment-là que techniquement le droit de la concurrence vient en premier et que la régulation vient en second puisqu'elle doit se justifier. Et donc, techniquement, ça veut dire que c'est une exception. Alors ça, c'est pas vrai. Dans le système du médicament et de la santé, la régulation vient en premier, est organisée par les États, etc. Et là où c'est possible, là où c'est bénéfique, la concurrence est bienvenue et c'est le droit de la concurrence qui doit justifier son application. Et non seulement ces charges de preuve doivent s'appliquer dans l'analyse sectorielle, mais encore et surtout dans les poursuites de comportements anticoncurrentiels qui vont se déclencher. Car comme vous l'avez dit vous-même, cette analyse antisectorielle a en réalité pour objet de construire et de donner des éléments pour des poursuites ultérieures contre des entreprises du secteur. Et ça n'a rien d'illégitime. Mais n'inversez pas les charges de preuve. Le principe est la régulation, la concurrence est l'exception. L'exception n'est pas illégitime, mais c'est à l'exception de justifier qu'elle doit y avoir sa place. Ça, c'est la première remarque de nature probatoire. Et autant la charge de preuve n'est pas essentielle dans une analyse sectorielle, autant elle est essentielle dans un procès. Et quand, par exemple, Madame vous dites, Madame des Mutuelles, dites, nous aurions voulu que dans l'analyse sectorielle, il y ait désignation plus nette des comportements anticoncurrentiels, ça, c'est une démarche de procès. Il y a peut-être un problème de droit de la défense, il y a peut-être un problème de charge de preuve. Vous voyez, donc il y a toute une logique processuelle qui n'existe pas dans l'enquête sectorielle. Ben, heureusement, parce que l'enquête sectorielle, heureusement, essaye de n'être pas un procès. On lui a suffisamment reproché d'être trop, déjà, dans une démarche de procédure. Et ma deuxième remarque, et j'en aurais fini, c'est qu'est venu très, très, très souvent, dans chacune des interventions, le fait qu'on analyse les comportements stratégiques. C'est revenu dans chacune des contributions. Et très souvent, on a immédiatement associé le fait qu'une démarche stratégique était une démarche abusive. Là, il y a une charge de preuve qui doit démontrer que le fait d'avoir un comportement stratégique est un comportement abusif. Comment passe-t-on d'un comportement stratégique à un comportement abusif? Sur un marché, tout comportement est abusif. Sur un marché, un agent, par exemple un offreur, a par nature un comportement stratégique qui est double, qui est d'une part séduire des clients et d'autre part, et de ce seul fait, nuire aux autres offreurs. Par exemple, un laboratoire de princeps a pour stratégique de nuire aux génériqueurs. Ben, c'est sa stratégie naturelle. Est-ce que de ce seul fait, c'est abusif? Il y a un objet de preuve qui manque entre les deux. Donc, cet objet de preuve, il y a une présomption qui manque. J'en arrête là parce que je sais que le temps est très compté, mais quand on va arriver dans l'enquête sectorielle, la stratégie, ça a été tout à fait étudié dans des
très déterminante. On a absolument associé usage stratégique égale usage abusif. Nombre de brevets égale usage stratégique égale usage abusif. Quand ensuite on va se retrouver en procédure, car vous avez vous-même associé enquête sectorielle et procédure de comportement anticoncurrentiel, on va dire stratégie égale présomption d'abus. Et puis après on va dire aux entreprises poursuivies, démontrez que votre stratégie n'était pas abusive. Et on fait un renversement de charges, de preuves. Mais ça, le système probatoire n'est pas construit comme ça. Voilà. Donc c'est simplement pour insister, non pas pour développer ce point qui pourrait l'être beaucoup, mais pour insister sur la dimension probatoire qu'impliquent tous les propos qui ont été tenus ce matin et aussi pour éventuellement appeler un peu au calme. J'espère que je n'ajoute pas de l'huile sur le feu par les propos que je viens de tenir. Éventuellement qu'on se calme, éventuellement, non seulement sur le sujet, mais éventuellement aussi sur les disciplines entre les économistes et les juristes, et que les uns et les autres on ne se considère pas comme les minables des autres. Je vous remercie. Alors, je ne me risquerai pas à faire une conclusion. Je remercie à tous les intervenants. Proche des jésuites. Je remercie tous les intervenants pour ce débat extrêmement vif et je vous invite à aller prendre un café ou un thé pendant la pause et éventuellement continuer ces débats.